Bonsoir. Je vois que les participants sont en train d'entrer à toute vitesse. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Voilà, ça défile, c'est impressionnant. Alors, je vois quelques personnes que je connais. Là. Bonsoir Jean-Philippe, bonsoir Emmanuel, puis Suziana Zakaria, bienvenue. J'aurais beaucoup de mal à dire bonsoir à tout le monde aujourd'hui parce que vous êtes 187 inscrits. En général, on a pas mal de participants, mais là, je crois qu'on a battu un record. La seule fois où on a eu plus de participants, c'est quand on a fait les classes virtuelles de Moody's, où on était plus de 360. Mais pour un webinaire isolé comme ça, je crois que pour nous, c'est vraiment un score. C'est vraiment un record pour nous. Donc, merci à vous d'être là aujourd'hui. Alors, vous allez voir que le questions et réponses est ouvert. Donc, n'hésitez pas pendant la session à poser des questions. Pendant le partage, malheureusement, quand on est en mode webinaire et pas en mode réunion, moi, je ne verrai pas vos questions, mais j'ai un assistant qui, lui, va pouvoir regarder vos questions et me les transmettre à la fin. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent pour ne pas risquer de les perdre, de ne plus vous en souvenir au moment où on passera à la séance questions-réponses. Est-ce que vous en avez déjà maintenant des questions ou pas du tout? En tout cas, je suis très heureux de voir l'impact du micro-learning et la curiosité que le micro-learning suscite aujourd'hui. Je crois que si on avait fait ça il y a seulement 3 ans, on aurait été qu'appelé de tondu. Et aujourd'hui, on est quand même 187 inscrits, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, quelle heure est-il? J'ai mon micro pile en face de l'heure, donc c'est pas évident. On va encore attendre quelques minutes pour laisser aux autres participants le temps d'arriver. Oui, moi aussi content de vous retrouver, Jean-Philippe. Emmanuel aussi. Et puis tous les autres, parce que je pense qu'il y a des participants qui étaient déjà au webinaire de la semaine dernière. Donc vous êtes courageux, vous ne renoncez pas facilement. Ah, il y a une personne qui est partie, donc ça y est, j'ai déjà commencé à décourager les participants. Donc on va attendre encore 5 minutes, parce qu'après, de toute façon, le webinaire est enregistré intégralement. Donc les personnes qui arrivent un peu en retard peuvent avoir aussi l'enregistrement. Avec l'enregistrement, je vous enverrai aussi les liens, le lien vers la présentation. Mais je vais parler aussi d'applications pendant le webinaire. Et je vous inviterai aussi, enfin, je vous enverrai aussi des liens vers ces applications que vous pourrez tester tranquillement chez vous. Et puis, à la fin, je vous donnerai aussi un code parce que je trouve que bon, vous avez fait l'effort de venir, ben, ça vaut la peine. Et donc, on va bientôt publier notre nouveau catalogue de formation. Et donc, ce que je vous propose, ben, c'est qu'avec ce code, pendant les 3 mois qui viennent, vous aurez 10% sur chaque formation à laquelle vous voulez vous inscrire en tant que participant à ce webinaire. Bonsoir, Guylaine. Alors, je vais aussi, tant que nous y sommes, mettre le direct sur Facebook. Voilà, j'ai mal positionné mon micro, ce qui fait qu'il se met chaque fois devant des commandes. Voilà. On va encore attendre 2-3 minutes. On va tenter de faire quelques expériences aujourd'hui, puisque certaines, bon, les applications de microlearning, pour la plupart d'entre elles, sont sur smartphone. Et donc, je vais essayer de faire je vais tenter en tout cas de vous faire des démonstrations de smartphone directement dans Zoom. Et donc, c'est la première fois que je fais ça.
Alors, ça a super bien marché pendant la répétition, mais vous savez comment c'est. Tout fonctionne merveilleusement pendant la répétition, et puis quand on arrive à la session proprement dite, ça commence à foirer. Donc, j'espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Je vois qu'il y a une personne qui voudrait parler. Je vous propose plutôt d'utiliser le question-réponse si vous avez une question ou une réflexion, une suggestion. Oui, aujourd'hui, on va parler d'outils. Alors, j'avais fait une présentation pour les écoles belges il y a 2 ans. Et la première partie de la formation, la première partie de la présentation, pardon, que je vais vous faire ce soir, c'est la première partie de cette présentation. La deuxième a complètement changé. Pourquoi? Ben parce que le microlearning a changé lui aussi, il a évolué. Il y a des entreprises qui ont disparu, il y en a de nouvelles qui ont fait leur apparition. Et puis surtout, il y a pas mal de changements aussi dans ces nouvelles entreprises qui ont fait leur apparition. Vous verrez qu'il y a des acteurs parfois un peu inattendus. Il y a notamment l'École nationale de la magistrature de Bordeaux. Je ne sais pas s'il y a un représentant de l'école avec nous aujourd'hui, mais ils ont utilisé euh, le microlearning pour assurer la formation des maîtres de stage. Donc, les maîtres de stage, ce sont des magistrats qui n'ont pas de formation de coaching ni d'accompagnement de stagiaires. Et donc, ben, l'école de magistrature a décidé de passer par du microlearning. Et j'ai eu l'occasion de collaborer avec eux et franchement, c'était une expérience extrêmement intéressante. Donc, ça veut dire qu'on a des acteurs du microlearning qui ne sont plus nécessairement des plateformes qui sont dédiées exclusivement au microlearning, mais on voit apparaître de nouveaux acteurs. Donc, je voudrais vous en parler. Et puis, je vais vous donner quelques scoops aujourd'hui. Je vais vous parler de quelques projets dont on n'a pas encore parlé jusque-là, qu'on n'a pas encore publié ailleurs jusque-là. Alors oui, je peux faire des formations hors Belgique, Suisse, France, Luxembourg. Le plus loin que j'ai été jusqu'à maintenant, c'est Kuala Lumpur en Malaisie. Donc, oui, effectivement, je peux me déplacer. Et je me déplace avec plaisir. Donc il y a plusieurs formations. Euh, je vais vous en toucher un mot tout à l'heure, mais il y a plusieurs formations qui vont se lancer dès le mois prochain à Bruxelles. Et là, ce sera un jour de formation en présentiel et le reste en microlearning. On va avoir aussi des formules 100% en ligne. Et puis, s'il y a une demande suffisante à Paris ou à Bordeaux, à Toulouse, que sais-je, il n'y a aucun problème. Je visite toujours la France avec plaisir et je visite toujours la Suisse ou le Luxembourg aussi avec plaisir. Donc, s'il y a des personnes... J'ai vu d'ailleurs que dans les inscrits, il y avait les Italiens et les Espagnols. Donc, je me déplace aussi en Espagne et en Italie. Donc, pas de souci. Voilà, il est déjà quelle heure maintenant? On va commencer tout doucement. Alors, je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur ma présentation d'abord. Alors, pourquoi est-ce que je suis ici? Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? J'espère que oui. Alors, je vais voir dans les questions. Oui, ok, super. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler de microlearning. Alors, le microlearning, qu'est-ce que c'est? Alors, si ma présentation voulait fonctionner, ça m'arrangerait. Alors, de quoi on va parler ce soir? D'abord, on va parler un peu de définition. Qu'est-ce que c'est que le microlearning? Et vous allez voir que les définitions ne sont pas toujours celles qu'on attend. On va voir aussi les principes de microlearning, comment ça fonctionne et pourquoi ça marche ou ça ne marche pas. Les outils, je vais vous parler de quelques plateformes, et comme je vous disais tout à l'heure, certaines plateformes qui étaient pourtant performantes au niveau pédagogique ont disparu. Elles ont disparu en général pour des raisons plutôt commerciales que pédagogiques d'ailleurs. Mais il y a des nouveaux acteurs qui sont en train d'arriver et qui font, je trouve, un travail extrêmement intéressant. Donc, c'est plutôt positif. Et puis, j'aimerais vous parler aussi de qu'est-ce qu'on peut vraiment faire, à quel public ça s'adresse. Et en particulier, il y a un public qui me tient particulièrement à cœur, ce sont les enfants et les ados avec des besoins spécifiques. Et le microlearning correspond vraiment très bien à des besoins spécifiques qu'on trouve par exemple chez les enfants dyslexiques ou des enfants qui ont un trouble du comportement ou des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage.
Et puis, j'aimerais aussi vous faire une démo. Je vous ferai une démonstration de trois systèmes différents. Alors, ce ne sont pas les seuls qui existent, mais ce sont des systèmes que j'ai eu l'occasion d'essayer. Certains d'entre eux, ben, j'ai eu l'occasion d'y collaborer. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est une horreur et qu'il ne faut surtout pas vous y lancer. Et puis, on fera une session questions-réponses et on terminera avec le code dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, allons-y, jetons-nous à l'eau. Alors, je fais un petit peu de promo, mais c'est un des scoops de la soirée. C'est qu'en fait, ce livre formé avec le microlearning que j'ai eu le plaisir d'écrire avec Pierre Mongin et Félix Clavius, il a été publié il y a 5 ans et il est épuisé. On a eu une première édition, enfin, une première impression, une deuxième, une troisième, et elles sont toutes épuisées, un peu comme moi ce soir d'ailleurs. Et on a décidé avec notre éditrice que plutôt que de faire une quatrième impression, puisqu'il y a quand même 5 ans qui sont passés, et puis en regardant autour de nous, on voit bien quand même que les choses ont évolué. Et donc, on a proposé à cette éditrice de refaire carrément une nouvelle édition avec de nouveaux contenus. C'est-à-dire que il y a malheureusement, je vous l'ai dit, les plateformes qui ont disparu. Donc, on va évidemment ne plus parler de celles-là. Par contre, on va parler des nouveaux et on va parler aussi de modèles économiques. Quels sont les modèles qui sont proposés? Parce que là aussi, il y a eu beaucoup d'évolutions. Les usages, parce que là aussi, au départ, le microlearning, c'était surtout destiné à de très grosses entreprises. Et aujourd'hui, on peut effectivement faire du microlearning, non seulement avec des entreprises, mais aussi avec des réfugiés. On l'a fait, je vous montrerai tout à l'heure une application qu'on a créée pour les réfugiés ukrainiens. On peut faire aussi du microlearning, comme je disais tout à l'heure, pour les enfants 10, mais on peut en faire aussi pour les magistrats, pour les ingénieurs, enfin tous les publics peuvent être concernés par le microlearning. Alors, je vous donne une première petite définition, mais on va affiner ça au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, le microlearning, c'est d'abord, avant d'être un outil, une technologie, c'est une conception pédagogique. C'est-à-dire qu'on va aller travailler avec des séquences pédagogiques extrêmement courtes, de 3 à 7 minutes. D'ailleurs, on a souvent reproché, oui, mais on ne peut pas apprendre une langue en 3 minutes. On ne peut pas apprendre l'anglais en 1 heure non plus. Mais si vous apprenez l'anglais 3 minutes à 7 minutes par jour, au bout de 6 mois, vous verrez que vous avez fait des progrès sensibles. Alors, chaque session, chaque séquence est ciblée vraiment sur un objectif unique. C'est un module, une idée. Un module, une notion. On va aussi beaucoup utiliser le multimédia, et on verra pourquoi tout à l'heure. Et puis, c'est basé sur les répétitions espacées. Et ça, je vais entrer un peu dans le détail tout à l'heure de ces fameuses répétitions. Et puis, qui exploite aussi les propriétés des périphériques mobiles. Donc, qui exploite les propriétés des tablettes et des smartphones. Donc, un des avantages du microlearning, c'est qu'on n'a pas besoin de matériel énorme. Avec un smartphone dans sa poche, ça suffit amplement. Et l'autre côté intéressant aussi, c'est que pour les concepteurs, c'est aussi très léger et très facile, très simple par rapport à certains LMS aujourd'hui qui ressemblent plus à des usines à gaz qu'à des plateformes de conception. Alors, pourquoi le mind mapping? Pourquoi le microlearning aujourd'hui? Bien, c'est parce que ça correspond aux usages qu'on aperçoit chez les jeunes. Et par exemple, la durée de visionnage moyen d'une vidéo sur Facebook, c'est 17 secondes et demie. C'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui regardent peut-être pendant 1 minute et puis il y en a d'autres qui regardent pendant 3 secondes et demie. Alors, ça veut dire que l'attention, la capacité d'attention n'a pas changé, contrairement à ce qu'on entend souvent, mais les usages autour de l'attention ont changé. Alors, 89% des utilisateurs utilisent leur smartphone dans l'heure qui suit le réveil. J'en fais partie. Je ne sais pas si vous aussi, mais moi, en tout cas, je suis dedans. Je suis aussi dans les 81% des utilisateurs qui consultent le smartphone avant de se coucher. Et je suis même dans un pourcentage qui n'est pas renseigné ici, mais qui se relève parfois la nuit. Donc, je sais que je suis un grand malade, mais à mon avis, je ne suis pas tout seul. Alors, 87% des revenus publicitaires de Facebook proviennent du mobile. C'est énorme. Ça veut dire qu'il ne reste plus que 13% pour le web et d'autres solutions. La consommation de médias sur mobile croît de 8% par an. Alors nous, on le constate aussi sur notre site web, sur les plateformes de formation. De plus en plus de gens suivent nos cours et nos conférences sur un smartphone. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que les médias qu'on utilise soient lisibles sur tous les écrans, y compris sur des écrans de petite dimension.
et soit lisible et audible même dans du trafic. On peut très bien étudier avec le microlearning dans le tram, à l'arrêt de bus, à la cantine, etc. Mais ça veut dire aussi que l'image doit être lisible, les textes doivent être lisibles, le son doit être impeccable. Alors, tenez-vous bien, seulement 6% du trafic mobile passe par des applications. Tout le reste, c'est du trafic web. Ça veut dire que les gens utilisent leur smartphone non pas pour aller forcément sur des applications, mais ils utilisent leur navigateur, que ce soit Safari, que ce soit un navigateur de type Android, etc. Mais en tout cas, ils utilisent davantage le web sur leur smartphone que les applications dédiées. Alors, chez les plus jeunes, évidemment, ils privilégient les formats courts. Hein. Je vous ai dit, durée de visionnage de Facebook, d'une vidéo Facebook, 17 secondes et demie. Et puis, les utilisateurs plus jeunes veulent du multimédia. Ils ne veulent plus lire des kilomètres de texte. Ils veulent avoir de la vidéo, des médias interactifs, etc. Et je dois dire que je les comprends assez aussi, parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire un livre sur smartphone. À la fin de la journée, vous avez les yeux qui pleurent. Hein. Ce n'est pas franchement évident. Et donc, dans la conception pédagogique du microlearning, il faut aussi tenir compte que les périphériques sont différents, que tout ne passe pas par le PC, mais au contraire, par des périphériques mobiles. Donc, ça explique aussi que le smartphone soit devenu l'outil roi du microlearning, même s'il n'est pas tout seul. On verra tout à l'heure quelques cas de microlearning qui ne passent pas forcément par, le smartphone. Et d'ailleurs, un de nos partenaires en microlearning dit toujours, mais les discussions autour de la machine à café, c'est aussi une forme de microlearning. Et je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Alors, je vais laisser... Alors, ça aussi, c'est une nouveauté. Ça aussi, c'est une nouveauté due aux usages d'aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on utilise des formats verticaux, donc comme la vidéo verticale. Et je vous montrerai tout à l'heure un exemple de microlearning qu'on a fait, même celui pour les réfugiés ukrainiens. Toutes les vidéos de grammaire sont en format vertical. Alors, les fameux principes du microlearning, je vais boire un petit coup parce que j'ai déjà soif. Si je vais trop vite, de grâce, faites-moi signe et je passerai à la vitesse inférieure. Alors, je vous l'ai dit, des séquences extrêmement courtes, 3 à 7 minutes. Donc, ça veut dire qu'il faut cibler un maximum. C'est la grosse difficulté parce que quand on est de l'autre côté, qu'on reçoit les trucs sur son smartphone, et, c'est chouette, ça a duré 7 minutes, mais c'était 7 minutes passionnantes. Et en fait, surtout les formateurs, on a toujours l'impression que les adultes ont une capacité d'attention phénoménale. Et je vois certains collègues formateurs qui font des vidéos de 30, 40, 45 minutes. Je peux vous assurer que la plupart des adultes n'ont pas la capacité d'attention d'une vidéo de 45 minutes. Et donc, une vidéo ciblée, ça veut dire une idée, un concept par vidéo, une idée, un concept par module. Et c'est parfois extrêmement difficile quand vous avez une matière et vous êtes familiarisé avec cette matière. Plus vous êtes expert, plus c'est difficile de vous remettre dans la peau d'un débutant. Et plus vous êtes expert, plus c'est difficile de redécomposer la matière que vous maîtrisez sur le bout des doigts en petites capsules qui doivent aller vraiment au cœur du sujet, vraiment à l'essentiel à chaque fois. Alors, on parlait de contenu multimédia, mais oui, ça peut être de la vidéo, ça peut être des infographies, y compris des infographies interactives. Ça peut être des photos, ça peut être de la BD. Ici, ce sont des personnages de BD qui sont... Donc, ça aussi, je l'ai fait avec Canva et les personnages de BD sont inclus dans le comment dire, allez, je n'arrive plus à retrouver mes mots en français, dans le forfait de Canva. L'audio aussi, ne négligez pas l'audio. Le podcast passe très très bien sur smartphone et il passe très très bien aussi en microlearning, donc n'hésitez pas. Alors, un personnage que j'adore, c'est M. Ebbinghaus, Hermann Ebbinghaus, qui était un philosophe allemand de la seconde moitié du 19e siècle. Et vous savez que c'était la seconde moitié du 19e siècle, c'est une période très positiviste où on croit beaucoup à la science et on croit beaucoup à la mesure. Et Ebbinghaus, lui, se dit, mais tiens, il y a une chose qu'on n'a pas mesurée, on a commencé à mesurer l'intelligence, etc., mais il y a une chose qu'on n'a pas mesurée, c'est la mémoire. Et donc, il a mis en place des tests pour mesurer les capacités de mémorisation des individus.
Et comme je le dis dans le bas de ma dia, n'a pas été déçu parce que voilà les deux courbes que Ebbinghaus a tracées après ces fameux tests. À gauche, la courbe de rétention. Alors c'est vrai qu'en une journée, on peut apprendre une foule de choses. On connaît tous des étudiants bosseurs qui se mettent la dernière journée et qui bossent toute la matière et le lendemain, ils restituent ça. Sauf que après 3 semaines, ceux qui ont encore 10%, enfin qui ont gardé 10% de mémorisation sont ceux qui ont une très bonne mémoire. La plupart d'entre nous ont moins de 10% de rétention après 3 semaines s'ils ont appris des choses au courant d'une seule journée. Et donc, Ebbinghaus a fait plusieurs tests et ce qui en est résulté, c'est que, comme tous les bons élèves le savent, quand on veut maîtriser une matière, il faut y revenir souvent. Donc, ça veut dire qu'il faut répéter la matière, il faut répéter les choses jusqu'à ce qu'on les maîtrise. Quand on étudie des choses sur une journée, on travaille beaucoup avec la mémoire de travail, justement, et il faut du temps pour que tout ça, tout ce qu'on assimile, passe de la mémoire de travail vers la mémoire à long terme. Et la seule façon de fixer les choses dans la mémoire à long terme, et pour longtemps, c'est de les répéter. Et donc, il a fait une deuxième courbe, et vous voyez qu'à chaque fois que le taux de rétention diminue, hop, on revoit la matière. Alors, autre chose qu'il a aussi découvert, c'est que ça ne sert à rien de réétudier ce que vous savez déjà. Alors, ça paraît du bon sens, mais moi, je connais pas mal d'étudiants qui passent leur vie à revoir l'ensemble du cours 7, 8, 10 fois et qui arrivent à la fin, juste avant la session d'examen, complètement épuisés. Et donc, l'idéal, c'est d'étudier les choses qu'on n'a pas encore maîtrisées. Et donc, en principe, au fur et à mesure que vous avancez, le taux de matière diminue et le taux de rétention augmente de manière proportionnelle. Et donc, dans les applications de microlearning, on tient compte de ce facteur. Et donc, si effectivement on a des séquences courtes, on a aussi, sur tout un parcours en microlearning, on va avoir aussi toute une série d'opportunités de répéter, de revoir, de réviser, de refaire d'autres exercices sur la même matière. Et moi, j'aime bien aussi, que ce soit dans le microlearning ou dans les autres formations, j'aime bien aussi mettre des moments de réflexion sur comment on apprend. D'abord, qu'est-ce que j'ai appris pendant ma formation? Et puis, comment j'ai appris aussi. Et je pense que ça fait beaucoup avancer nos apprenants, quel que soit leur niveau d'études, quelle que soit leur expérience. Réfléchir sur comment j'apprends et ce que j'ai appris, ça fait toujours avancer. Alors, je vous parlais de taux de rétention, et ici, c'est une capture d'écran de WooFlash. Vous connaissez peut-être WooClap, et WooClap a créé dernièrement une seconde application qui s'appelle WooFlash, et qui est vraiment basée sur les principes du microlearning. Alors ici, vous voyez que c'est toujours très encourageant. Bravo, tu es sur la bonne voie. Réussite, 83%. Avancement, 100%. Ça veut dire que j'ai étudié l'ensemble de la formation. Mais ancrage, 80%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai réussi à 83%, mais qu'en fait, je n'ai retenu réellement à long terme que 80% de ce que j'ai étudié. Et donc, il me manque encore 20% pour maîtriser les 100% de la matière. Alors ici, 83-80, c'est assez proche. Pourquoi? Parce que ce test, je l'ai refait je ne sais combien de fois, et donc forcément, au bout d'un moment, vous mémorisez tout ça. Par contre, vous allez voir que quand vous démarrez un apprentissage avec WooFlash, vous avez peut-être 100% de réussite, mais vous allez avoir peut-être 50 ou 51% d'ancrage. Pourquoi? Mais parce que vous avez effectivement réussi l'ensemble du test, mais vous n'avez pas fixé dans votre mémoire à long terme les nouvelles notions que vous avez apprises. J'espère que je suis assez clair. Moi, par moments, j'ai l'impression d'être un peu cafouilleux aujourd'hui, mais j'espère que chez vous, ça va, que vous arrivez à suivre. Alors, les outils du microlearning, vous allez voir qu'ils sont plus variés qu'on ne pourrait le croire. Alors, évidemment, le smartphone, je l'ai dit, c'est l'outil roi du microlearning, mais il n'est pas le seul. Alors, il y a pardon, pour les langues, il y a deux applications que j'aime bien. Il y a Duolingo et Memrise. Moi, personnellement, j'ai un petit faible pour Memrise. Et les principes sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on vous propose des exercices différents. Il y a des quiz, il y a des exercices de prononciation. Donc, vous vous enregistrez et puis on compare votre prononciation à une prononciation standard et on vous donne un feedback. Il y a aussi des challenges entre différents étudiants, etc.
Récemment, Memrise a ajouté une communauté sur Discord. Et ça, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Parce que dans l'apprentissage des langues, je pense que les pédagogues, s'il y a des pédagogues des langues ce soir, ils ne me contrediront pas. Dans les langues, il y a un aspect, effectivement, études, un aspect académique, mais dans les langues, il y a un aspect social. Une langue, c'est d'abord fait pour communiquer avec des membres d'une communauté. Et donc, le fait d'ajouter une communauté sur Discord, ben, effectivement, ça permet d'échanger réellement avec d'autres étudiants et donc de maîtriser cet aspect social des langues. Alors, rien ne vous interdit de faire la même chose si vous commencez à concevoir des parcours de micro-learning. Moi, j'aime bien que ce soit en e-learning ou en micro-learning, ajouter des choses qui se passent dans le monde réel. Alors, une des choses les plus étonnantes que j'ai vues dans ce style-là, c'est une formation en développement personnel. Et une des premières choses, ça se passait 100% en ligne hein, sur Coursera. Et une des premières choses qu'on demandait aux participants, c'était d'aller dans un quartier où ils ne connaissaient personne, de frapper à une porte au hasard et de demander un verre d'eau. Et puis après, quand ils avaient fait cette expérience, de revenir sur la plateforme d'e-learning et d'expliquer comment ça s'était passé, ce qu'ils avaient ressenti avant d'y aller, est-ce qu'ils étaient à l'aise ou bien est-ce que c'était panique à bord, comment ils avaient été reçus, est-ce que ça s'était bien passé ou est-ce qu'on a lâché les chiens, etc. Et donc, on a eu une expérience dans le monde réel et puis un partage de l'expérience avec les autres apprenants sur la plateforme. Je peux vous dire que ça a l'air d'un exercice tout simple, tout bête, d'un exercice qui a vraiment, en même temps, ça a bien servi aussi de brise-glace, je pense, puisque tout le monde a pu s'exprimer sur ses craintes, etc. Chose qu'ils n'auraient probablement pas faite si on leur avait demandé, tiens, quelles sont vos craintes en matière sociale ou est-ce que vous avez peur de rencontrer des gens, etc. Là, ils ont pu faire effectivement un test en dimension réelle, dans le monde réel. Alors, j'ai parlé de WooFlash. Voilà un exemple, c'est une capture d'écran de WooFlash. Alors, WooFlash permet de créer là aussi des quiz, vraiment des quiz très, très différents. Il permet d'ajouter de l'image, il permet d'ajouter du son. Donc ici, par exemple, TwoSway, ben, si vous cliquez sur le bouton d'avance, vous allez entendre ma voix, parce que là, c'est une appli. Dans ce WooFlash-là, cet exercice-là, c'est moi qui l'ai réalisé, donc vous entendez ma voix prononcer TwoSway. Et puis en dessous, ben, si vous avez effectivement la réponse avant de la voir, vous cliquez sur Compris, et sinon, vous cliquez sur Étudier ou Revoir plus tard. Et à ce moment-là, l'application sait que vous ne maîtrisez pas encore ce terme, et donc elle va vous le représenter, soit le jour même, soit le lendemain, ou en tout cas à la session suivante. Pour être sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'avec la répétition espacée, ben, vous étudiez ce que vous ne connaissez pas ou ce que vous ne maîtrisez pas encore, mais vous ne perdez pas votre temps à réétudier les choses que vous maîtrisez déjà. Alors ceci, ben, là, il n'y a pas besoin de smartphone, par exemple. C'est un bel exemple de microlearning sans smartphone. Vous connaissez peut-être le site web wordreference.com, qui est un dictionnaire multilingue gratuit. Et en parallèle, ils ont créé des listes. Il y a une liste débutant et puis il y a une liste intermédiaire. Ça, c'est la liste intermédiaire. Et donc, chaque jour de la semaine en tout cas, vous recevez dans votre boîte mail un mot. Là, c'est REAP. Et REAP, c'est comment dire, comment on appelle ça non, c'est là que je parle, c'est plus parler en français. C'est récolter. Voilà. Et donc, ici, on voit une moissonneuse-batteuse. En dessous, vous avez des exemples de phrases avec chaque fois le mot dans le contexte. Et puis, à chaque fois que vous avez un nouveau mot, vous avez aussi des médias. Vous avez soit un podcast, soit de la vidéo, soit des liens qui vous renvoient vers d'autres sites comme le site du British Council, etc. Et donc, après 10-15 minutes maximum, vous avez vraiment appris, non seulement vous avez appris un nouveau mot, mais vous l'avez mis dans un contexte général, avec un contexte multimédia par-dessus le marché, et puis un contexte d'utilisation dans des phrases différentes. C'est entièrement gratuit, donc si vous avez envie d'apprendre l'anglais et de réviser de manière, comment dire, inodore, enfin pas inodore, mais indolore, voilà. Décidément, j'ai vraiment du mal à trouver mes termes aujourd'hui. Alors, les plateformes de conception de micro-apprentissage, si vous regardez cette dia, si vous l'aviez vue il y a 2 ans, ben, il y a trois des plateformes qui n'existaient pas il y a 2 ans, mais par contre, il y a trois plateformes qui existaient il y a 2 ans qui ne sont plus là. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des acteurs qui meurent et puis de nouveaux acteurs qui apparaissent.
C'est un peu le principe, je pense, dans toutes les nouvelles technologies, hein. On voit de nouveaux acteurs et puis ils sont trompés de modèle économique ou bien ils ont mal anticipé certains accidents et puis ils disparaissent. Certains aussi ont essayé de profiter du confinement pour lancer des produits qui finalement n'étaient pas à la hauteur et donc ils ont disparu. Je ne citerai pas de nom, mais je n'en pense pas moins. Alors, dans les 5 applis que je vous propose ici, il y en a une qui est belge, c'est WooFlash. Les 4 autres sont françaises. Alors, même si les noms sont un peu anglophones ou un peu plus exotiques dans le cadre de Cajou, ce sont 4 plateformes françaises et 4 systèmes vraiment différents. C'est pour ça que j'ai voulu vous présenter celle-là. C'est parce que d'abord, ce sont toutes les 5 des plateformes de qualité. J'ai eu l'occasion de les tester toutes ou bien de participer à des créations, soit à la création de l'application elle-même, soit à la création de contenu, soit les deux. Et là, je peux vous garantir qu'effectivement, ce sont des pros et des gens qui font du bon travail. Alors, comment est-ce qu'on diffuse ces parcours de micro-learning? Alors, la grosse différence, l'énorme différence avec la LMS classique, c'est que ce n'est pas vous qui vous connectez au cours, c'est le cours qui vient sur votre smartphone. Donc, c'est ce qu'on appelle un modèle push. On pousse le cours vers vous. Et ce n'est pas vous qui allez chercher le cours. Alors, il y a différentes façons de pousser ce contenu. Il y a la façon la plus classique qui est au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on décide, par exemple, que 2 fois ou 3 fois par semaine, je reçois une nouvelle leçon avec un contenu et je l'étudie quand je veux. Ou un autre modèle qui est un modèle non linéaire, c'est le modèle que Cajou a choisi et que je vous montrerai tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez un cours avec différentes étapes, etc., mais vous n'avez pas un parcours obligatoire. Et si, par exemple, je prends le cas des réfugiés ukrainiens, si à un moment donné, ils doivent prendre un transport en commun et ils ont envie de se familiariser avec le vocabulaire des transports, ils ne sont pas obligés de passer par les premières leçons sur l'état civil pour aller au transport. Ils peuvent y aller directement. Donc là, on est dans un modèle totalement non linéaire. Et puis, il y a le modèle adaptatif, qui est celui de Duolingo, de WooFlash et de Memrise. C'est-à-dire qu'en fonction de vos résultats, on va vous proposer des exercices complémentaires ou bien on va vous proposer de revoir une partie de la matière que vous ne maîtrisez pas encore. Donc, ce sont trois modèles et je ne serais pas étonné qu'il apparaisse d'autres formes à l'avenir. Alors, les publics concernés par le micro-learning, mais j'ai envie de dire tout le monde parce que j'ai eu l'occasion, soit directement, soit en collaboration avec les équipes, de m'adresser à des personnes vraiment très, très différentes, des personnes, que ce soit des cadres dans des grandes entreprises, des personnes réfugiées, des adolescents, des personnes âgées, des personnes aussi peu scolarisées dans les pays des Grands Lacs, par exemple. Et on s'est rendu compte que tout le monde peut apprendre avec le micro-learning. Et on s'est rendu compte aussi, tout en fonctionnant, que finalement, la philosophie du micro-learning correspond bien aux besoins de certaines personnes, et notamment des enfants et adolescents qui ont des besoins spécifiques en matière d'apprentissage. Chez les personnes 10 ou chez les personnes qui souffrent d'un trouble de l'attention, on sait très bien que leur faculté de concentration, leur faculté d'attention est réduite. Et donc, le fait de travailler avec des séquences pédagogiques très courtes, ça respecte leur faculté de concentration. Donc, ils ne se sentent pas pénalisés par rapport à d'autres modes d'apprentissage où on leur demande de passer vraiment trop de temps concentré sur un sujet. Le deuxième aspect, c'est que souvent, ils ont une mémoire de travail limitée. C'est qu'en moyenne, on a une mémoire de travail de 7 plus 1, 7 moins 1. Mais chez les personnes 10 ou TDAH, la mémoire de travail est souvent plus limitée. Et donc, le fait de cibler un sujet à la fois avec une séquence courte permet justement là aussi de respecter cette mémoire de travail et de ne pas entraîner de surcharge cognitive. Parce que la surcharge cognitive, à un moment donné, non seulement vous n'apprenez plus, mais en plus, vous commencez à avoir du stress apparaître, vous commencez à avoir des enfants qui commencent à avoir des migraines, qui commencent à avoir des comportements perturbants parce qu'eux-mêmes se sentent mal à l'aise, etc. Par contre, les répétitions espacées vont leur permettre beaucoup plus facilement, et là on reparle de la mémoire de travail, de fixer
des notions de la mémoire de travail vers la mémoire à long terme. Et ces répétitions espacées, il faut effectivement, quand on conçoit du microlearning, d'en prévoir suffisamment et d'en prévoir aussi de formes diverses. Par exemple, vous avez un texte, vous avez une première révision sous forme de quiz, un choix multiple. Mais la révision suivante, essayez de faire un texte à trous ou bien essayez de faire un autre type de texte, une reformulation avec leurs propres mots, des choses comme ça. Mais en tout cas, essayez de varier les exercices là aussi pour ne pas entraîner de la lassitude, de l'ennui. Mais en tout cas, revenez sur les mêmes matières de façon répétée. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le microlearning, c'est que les applications sont extrêmement faciles à utiliser, ce qui n'est pas toujours le cas des LMS. Moi, j'ai vu des LMS, notamment des LMS maison, qui avaient été créés par l'entreprise ou par l'institution. J'ai un très mauvais souvenir d'un système qui avait été créé pour les bibliothèques belges, où c'était un ingénieur qui l'avait conçu, et franchement, il faut être ingénieur rien que pour rentrer dedans. Ici, ce n'est pas le cas du tout. Les plateformes d'apprentissage de microlearning, elles sont d'une simplicité enfantine, vraiment. Et donc, ça veut dire que vous n'avez pas d'apprentissage supplémentaire à faire par rapport à la matière. Si vous avez un système d'apprentissage qui est compliqué, vous devez d'abord apprendre le système d'apprentissage, maîtriser le système d'apprentissage avant de maîtriser la matière. Là, vous êtes en plein surcharge d'apprentissage, vous êtes en pleine surcharge cognitive, que ce soit avec des personnes à besoins spécifiques ou avec des personnes lambda comme moi. À un moment donné, on n'en peut plus. Alors, la gamification, ça peut aussi aider à renforcer l'image de soi chez les enfants, notamment les enfants qui réussissent via le microlearning, là où ils échouaient peut-être avec d'autres méthodes. Alors, quand je parle de gamification, les gens me disent « Oui, mais la gamification, c'est de la compétition, etc. » Eh bien, non. Parce que la gamification, ça peut être aussi, je l'ai fait dans plusieurs formations en ligne et je peux vous assurer que ça fonctionne. Au lieu de récompenser des comportements de compétition, ben, récompenser des comportements d'entraide, des comportements solidaires. Et donc, vous allez effectivement motiver les enfants ou les adolescents à étudier, mais aussi à s'entraider, à se filer des notes, à se filer des conseils, etc. Et donc, on peut très bien utiliser la gamification, non pas pour renforcer la compétition, on peut aussi. La compétition en elle-même n'est pas forcément toxique. Ce qui est toxique, c'est de n'avoir que de la compète et qu'à un moment donné, on perd de vue qu'il y a des apprentissages et qu'on se focalise sur le fait que ah, mais moi, je veux être le premier sur le tableau marquois. Je peux vous garantir que ça n'arrive pas que chez les enfants, parce qu'on avait gamifié aussi le MOOC 10, et il y avait des adultes, franchement, qui accumulaient les points. Je me suis dit, mais à un moment donné, je crois qu'ils ont un peu perdu de vue l'objectif d'apprentissage. Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas parce qu'on fait du microlearning qu'on est forcément tout seul derrière son smartphone. Ce qu'on a remarqué, j'en discutais encore ce matin avec une collègue, en général, quand les personnes utilisent le microlearning, les personnes qui sont autour sont aussi intriguées et viennent voir. Et donc, ce n'est pas rare que vous ayez une personne qui soit inscrite à un cours, mais en réalité, vous en avez 4 autres, 3 autres, parce qu'on a fait le compte et on estime grosso modo qu'il y a 4 personnes pour un compte. Donc, il y a le titulaire du compte et puis il y a 3 personnes qui viennent en passager clandestin. Mais tant mieux s'ils peuvent apprendre entre eux, échanger, etc. Et puis, rien n'empêche non plus, comme je le disais tout à l'heure avec Discord, rien n'empêche non plus de sortir du système à certains moments. Par exemple, je suis en train de préparer une formation mind mapping via le microlearning. Et à certains moments, je vous demande de faire une mind map, de prendre la photo de la mind map et d'aller, via l'application de microlearning, d'aller la charger sur un site web où les autres participants vont pouvoir la voir aussi. On peut avoir une discussion entre participants sur la carte que vous avez remise. Donc, encore une fois, on peut sortir du système microlearning, on peut travailler dans le monde réel et on peut aussi travailler en collaboration avec d'autres systèmes. On reviendra d'ailleurs là-dessus dans une dia suivante. Alors, les modèles économiques, au départ, quand le microlearning est apparu, il y avait surtout un modèle dominant, c'était le modèle du paiement par utilisateur. Alors, il y a quelques nuances. YouMonkeys, par exemple, il y a un abonnement, un paiement par utilisateur. Donc, par exemple, pour un abonnement, vous avez 50 utilisateurs, mais vous payez aussi par envoi parce qu'ils envoient par SMS.
prioritairement. On peut envoyer par email, mais ils préfèrent envoyer par SMS. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que quand on envoie un cours par SMS, on a 15% de plus d'engagement. Il y a 15% de plus de personnes qui vont ouvrir le cours et qui vont se mettre à étudier que si on l'envoie par email. Alors, je n'ai pas d'explication. Moi, j'ai une petite théorie qui est que le SMS, ce n'est pas encore totalement identifié comme un support de cours, et donc quand on le reçoit, on a envie de l'ouvrir, et puis on dit, c'est mon cours. Mais je ne suis pas sûr. C'est une théorie, mais je ne l'ai pas vérifié, donc à vérifier. Alors, chez Cards, c'est un abonnement avec un certain nombre d'apprenants inclus, sans frais d'envoi, et l'abonnement évolue avec le nombre de personnes, le nombre d'apprenants, mais il y a déjà un modèle, déjà un plan gratuit qui vous permet effectivement d'essayer de créer vos propres formations avec 20 apprenants. Donc, ça vous permet vraiment de tester le système. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble. Alors, InTeach, là aussi, c'est une plateforme qui est apparue parmi les premières. Et là, un abonnement avec un nombre d'apprenants et sans frais d'envoi. Et une chose que j'aime bien aussi, c'est que dans cette formule, comme dans Memrise, on peut faire des battles, c'est-à-dire on peut, et dans WooFlash aussi, on peut inviter des apprenants et avoir une espèce de compétition entre apprenants. Donc, c'est aussi une façon d'engager les gens et d'engager le dialogue entre apprenants. Alors, WooFlash a un système totalement original, totalement inédit. C'est un système de crédit. C'est-à-dire que chaque fois que vous donnez une réponse à une question, ou chaque fois qu'un de vos apprenants donne une réponse à une question, c'est un crédit. Alors, quand vous créez votre compte WooFlash, gratuitement, vous recevez 500 crédits. Vous dites, chouette, super, 500 crédits. Sauf que si vous êtes un utilisateur plutôt massif, les 500 crédits, ça ne va pas durer très longtemps. Et donc, il faut recharger régulièrement. Mais le prix du crédit, je ne me souviens plus du prix exact, mais ça reste quand même vachement démocratique par rapport au prix des premières plateformes. Je veux dire, les premières plateformes qui sont apparues, leur modèle économique, c'était surtout de viser ce qu'on appelle les grands comptes, donc les grandes entreprises, les grands groupes. Et donc, les prix étaient totalement inabordables pour les consultants ou les formateurs indépendants ou les écoles. Ici, avec le système de crédit, avec le système d'e-cards, franchement, ça devient très abordable même pour un formateur indépendant. Alors, Cajou, c'est un peu particulier parce que Cajou est une entreprise d'économie sociale. Et donc, ils ont un modèle mixte, c'est-à-dire que certains contenus, comme Bonjour Belgique, Bonjour France, que je vais vous montrer tout à l'heure, mais là, c'est accessible gratuitement. Vous allez sur le store de Cajou, un peu comme sur le store d'Android ou le store d'iOS. Vous téléchargez l'application, enfin les contenus de Bonjour France, et ça ne vous coûte rien. Pourquoi? Parce que c'est une action qui a été sponsorisée à la fois par Aéroport de Paris, je pense, et la loterie française. Donc, ce sont eux qui ont banqué. Et vous pouvez effectivement le télécharger, soit en tant que réfugié, soit en tant que personne qui est en contact avec les réfugiés. Donc, ça peut être formateur, ça peut être enseignant, ça peut être éducateur, etc. Et donc là, tout est gratuit. Il y a d'autres choses qui ont été publiées gratuitement, soit parce que l'entreprise a décidé que effectivement ça répondait à un besoin et qu'ils ont décidé de le mettre librement sur le marché. Et puis, il y a des contenus qui sont payants à la personne et puis des contenus qui sont payants à l'entreprise. Donc, par exemple, une entreprise peut très bien acheter une application pour 20 personnes et elle paye l'abonnement pour 20 personnes. Donc, c'est vraiment un modèle mixte avec des contenus gratuits et puis des contenus payants selon le profil des utilisateurs. Mais j'en parlais ce matin avec une personne de Cajou et donc ils ont de toute façon l'intention de continuer à l'avenir de proposer des produits gratuits, des produits libres. Je veux dire aussi que chez nous, donc, moi en fait je travaille pour Formation 3.0, je ne me suis même pas présenté, j'ai complètement oublié de me présenter. Je suis parti de l'hypothèse que tout le monde me connaissait. Et en fait, la Formation 3.0, une de nos missions, donc on est association loi 1901, ASBL pour la Belgique, et une des missions qu'on s'est données, c'est aussi de diffuser des ressources éducatives libres. Et que sur notre site web, vous allez trouver des cartes mentales, des cours gratuits, des infographies gratuites, des modèles H5P, des modèles GLI, etc., que vous pouvez réutiliser librement selon les licences Creative Commons.
Donc, et Cajou fait la même chose. Donc, par exemple, l'application Bonjour France, si je me souviens bien, elle est aussi publiée sous Creative Commons. Alors, quand et comment utiliser le microlearning? Ben, on peut l'utiliser seul, en formation autonome. Ça fonctionne très bien pour certaines matières. Je vous disais tout à l'heure, les magistrats de l'École nationale de magistrature, auparavant, ils se formaient en présentiel. C'est fini. Ils se forment tous maintenant avec l'application de microlearning. Et apparemment, le degré de satisfaction et le degré d'efficacité a vraiment augmenté depuis. En formation multimodale, alors on peut l'utiliser de différentes façons. Avant même que la formation présentielle ou que la classe virtuelle ait commencé, on peut recueillir des informations sur les attentes des participants et ou leur donner des informations préalables sur ce qu'ils vont vivre. Alors, pendant la formation en complément du présentiel ou de la classe virtuelle, ça peut être aussi un bon moyen de stocker certaines choses. Je pensais, moi, à faire des exercices de mind mapping avec des podcasts de 2 minutes. Et par exemple, proposer 5 podcasts différents aux participants d'un groupe et de leur demander de faire une mind map par rapport au podcast qu'ils ont choisi et puis après de revenir en grand groupe, présenter ce qu'ils ont fait. Alors, après la formation, ça peut être très utile aussi pour assurer un ancrage dans les pratiques professionnelles. Dans mes formations, de plus en plus, j'intègre un plan d'action. Un plan d'action à 3 mois ou à 6 mois. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que si vous suivez une formation aujourd'hui et puis dans les 3 mois, vous n'utilisez pas ce que vous avez appris, il y a gros à parier que vous ayez oublié pratiquement tout et que vous n'ayez jamais utilisé les nouvelles notions dans votre pratique professionnelle. Et donc, de plus en plus, j'introduis un plan d'action. Mais ce n'est pas toujours évident de retoucher les personnes 3 mois ou 6 mois après. Par contre, si vous avez travaillé avec une application de microlearning, 3 mois ou 6 mois après, vous programmez ce qu'on appelle une campagne et donc ils reçoivent une nouvelle leçon avec, tiens, où est-ce que vous en êtes dans votre plan d'action? Est-ce que vous avez réussi à intégrer les choses ou pas? Pourquoi? Etc. Et donc, on peut aussi avoir une forme de coaching à distance avec les apprenants. Alors, pour quel type de formation ça fonctionne très bien? Alors, je vais utiliser un gros mot que je déteste, mais qui est onboarding, donc l'accueil des nouveaux dans l'entreprise. J'ai travaillé pour une entreprise et au premier jour, on m'a donné un classeur, mais un truc qui fait l'épaisseur. Ceux qui se souviennent des annuaires de téléphone, des fameux bottins, j'ai eu un classeur qui était plus gros qu'un bottin de téléphone de Paris et je n'ai jamais eu le temps de me plonger dedans. Et donc, je travaille pendant plus d'1 an pour cette entreprise et au bout d'1 an, je n'ai rien appris de l'onboarding. Si on m'avait mis ça sur un système de microlearning et m'envoyait 3-4 fois par semaine une petite leçon de 3 à 7 minutes sur, tiens, voilà comment on pratique telle chose, tiens, si tu n'as pas reçu ta fiche de paie, voilà où tu dois t'adresser, etc. J'aurais appris tout ça tranquillement, sans me fatiguer. Là, au bout d'1 an, je ne connais strictement rien de cet accueil des nouveaux. Ça marche très, très bien aussi pour tout ce qui est cours théoriques, les langues, les fameux verbes irréguliers anglais, donc cette petite délicatesse que tous les étudiants adorent, les phrases typiques, les exercices, le management. J'ai un collègue qui est en train de faire toute une magnifique collection sur les RGPD. Là aussi, un peu théorique que ça, tu meurs. Il est en train de nous faire un truc qui est vraiment très digeste comparé à d'autres cours que j'ai pu voir. Alors, dans les cours théoriques, mais j'ai mis 2 fois la même chose. Cours théorique, cours théorique. Les cours pratiques, on peut apprendre à faire du microlearning par microlearning. Je suis en train de travailler sur des formations en mind mapping, des formations en management. J'ai un projet aussi pour une formation à la classe inclusive qui passe par un système de microlearning. Et alors, ça va être à la fois soit autonome, soit en accompagnement ou en prolongement d'une journée de formation en présentiel, soit en accompagnement d'une formation sur base de classe virtuelle. Donc, vous voyez, on peut vraiment, c'est un outil très souple finalement. C'est très portable, on peut l'utiliser n'importe où. Et en même temps, c'est un outil extrêmement souple puisqu'on peut effectivement adapter ça à d'autres systèmes et donc avoir une formation réellement multimodale. Et alors, ça marche aussi très, très bien pour les diètes. Arrêter de manger du sucre en 30 jours. J'ai une collègue qui a commencé à travailler là-dessus.
Et puis, apprenez, par exemple, voilà. Je ne sais pas si vous avez une interruption, mais j'ai eu une notification sauvage qui est venue m'interrompre. Apprenez la communication non violente en 15 sessions. Moi, il me faudra probablement le double, mais voilà. Donc, ce genre de choses, ça peut fonctionner très, très bien avec le microlearning. Pourquoi? Parce qu'une habitude, ça ne se change pas en un jour, et ça ne se change pas non plus de manière massive, contrairement à ce qu'on croit. Il vaut mieux faire des petits pas très réguliers pendant une certaine période pour ancrer vraiment les nouveaux comportements. Et donc, tout ce qui a trait aux valeurs, si par exemple vous travaillez avec des vendeurs et que vous voulez les faire passer d'un système de vente à l'arrache vers un système de vente qui inclut l'écoute active, la reformulation, etc., c'est aussi un excellent système. C'est un excellent système aussi pour familiariser des techniciens avec de nouvelles fonctionnalités techniques. J'ai un ami qui travaille pour l'instant sur du micro-learning à destination des mécaniciens comment appelle-t-on ça, des électroniciens qui travaillent sur les voitures. Et donc, ben, toutes les mises à jour des nouveaux composants, etc., eh bien, il fait des formations en micro-learning. Et les gars, plutôt, là aussi que d'ouvrir une espèce de bottin téléphonique avec toutes les fiches, eh bien, ils ont tout ça sur micro-learning. Et comme je disais tout à l'heure, si vous avez un modèle non linéaire, ça peut constituer non seulement une série de cours, mais ça constitue aussi une bibliothèque, une base de connaissances qui vous permet aussi, quand vous en avez besoin, d'aller consulter des choses. Ben, si vous êtes technicien, vous ne savez plus, tiens, quelle pièce il faut pour tel modèle d'Audi, etc., ben, vous pouvez très bien aller voir dans cette bibliothèque sur votre smartphone quel est le numéro, quelle est la catégorie de la pièce dont vous avez besoin pour ce type de voiture. Alors, je vous propose de finir un peu la théorie. Je pense que vous en avez eu votre dose pour aujourd'hui. Et je vous propose de passer à 3 démos. Alors, la première démo que je voudrais vous montrer, c'est une démo de test d'italien avec WooFlash. Une démo, pardon, de Bonjour Belgique. Alors, Bonjour Belgique, Bonjour France. Pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? Parce qu'on a fait une première version pour la France avec le système politique français, le système éducatif français. Et là, je vous jure qu'il y a du boulot. Et puis aussi, ben, toutes les démarches pour s'intégrer, les démarches état civil, etc. Et puis, on a fait la même chose pour la Belgique, qui est un État, vous avez une république centralisée, nous, on a une monarchie régionalisée, enfin, on a un nombre de niveaux de pouvoir invraisemblables, donc on a dû retravailler tout ça. Au départ, les collègues français riaient en disant oui, c'est les 95 qui vous font peur. Non, moi, ce qui me faisait peur, c'est passer de la République à la monarchie constitutionnelle et puis passer d'un État centralisé à un État fédéral avec des régions, des communautés, des provinces, des communes, etc. Donc, et effectivement, c'est là qu'on a beaucoup ri. Et donc, vous allez voir qu'il y a des dialogues dans ce truc. Et des dialogues, il y a 2 versions. Donc, pas pour tout, mais par exemple, pour l'état civil ou pour le statut de réfugié, ben, les 2 démarches sont différentes en France et en Belgique. Et vous avez des acteurs différents. Donc, par exemple, pour la France, on a travaillé avec Radio France Internationale, dans les studios de Radio France Internationale, qui nous ont prêté, vraiment, ça a été leur contribution bénévole à ce travail, ils nous ont prêté les studios et on a 2 comédiens qui ont travaillé bénévolement avec nous. Donc, les voix que vous entendez sur l'application Bonjour France, ce sont les voix des comédiens français. Et par contre, pour les mêmes dialogues, vous allez entendre les voix et les accents qui sont sensiblement différents parce que pour la version belge, ce sont des comédiens belges qui se sont mis au travail avec moi. D'ailleurs, je donne un prix, une formation gratuite à celui qui retrouve ma voix dans un des dialogues. Alors, troisième démo que je voudrais faire avec vous, c'est une démo d'initiation au microlearning, au système CALS avec le système CALS. Donc, vous aurez à ce moment-là une présentation à peu près complète de ce qu'on peut faire avec ces systèmes. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas complètement endormi. Alors oui, il y a des mind maps interactives, oui, tout à fait. Moi, je travaille énormément avec ce genre de choses, donc je travaille beaucoup avec Mindomo, pour ne pas le citer. Et ah oui, merci pour la correction orthographique. Je jeterai un coup d'œil et je corrigerai. Et donc oui, effectivement, je travaille beaucoup avec le mind mapping interactif. Et donc, effectivement, pour la formation mind mapping via le microlearning, j'ai bien l'intention d'y intégrer des mind maps non seulement interactives, mais collaboratives, pour que les personnes puissent effectivement collaborer à distance. On l'a fait
dernièrement encore avec, entre la Belgique, la France et Dakar. Je peux vous assurer qu'on s'est beaucoup amusé et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc, on n'a vraiment aucun problème avec ça. Et donc, j'ai vraiment l'intention, effectivement, de partager, pardon, de refaire l'expérience avec le système de microlearning aussi. Si ça vous intéresse, je vous tiendrai au courant. Donc, je vous donnerai les liens dans je vous donnerai le lien vers les enregistrements. Et puis, je vous donnerai en même temps des liens vers des pages où on va effectivement parler bientôt de nouvelles formations, etc. Alors, je vous l'ai dit, je vous avais promis qu'il y aurait un code pour les formations, donc un code de réduction de 10% pour nos nouvelles formations, puisque vous avez assisté au webinaire. Et donc, ce code, c'est MicroWeb10. Vous l'aurez aussi dans l'email avec l'enregistrement et les liens que je vous ai promis. Et déjà, je vous remercie pour votre attention durant cette présentation. Et puis, je vous propose de passer au screencast. Alors ici, ne vous inquiétez pas, c'est pas un... Je n'ai pas repartagé, je pense. Non, voilà. Je suis un grand distrait. Donc, il faut me le dire hein, quand c'est comme ça, parce que j'ai tendance... Voilà. Est-ce que vous voyez mon smartphone? Alors, je vois, oui, il y a une question, comment évaluer les étudiants? Mais en fait, il y a des différents systèmes. Voilà. Alors, je vais aller dans WooFlash, puisque c'est ce que je vous ai dit que j'allais vous montrer d'abord. Et je le retrouve, ce serait génial. J'ai tellement de trucs sur mon... Voilà, WooFlash, c'est le dernier. Je vous propose qu'on regarde ces trois démos et puis après, on fera la session questions-réponses et je vous répondrai vraiment en détail. Donc, vous voyez que c'est une application extrêmement lisible. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces applications aussi, c'est leur lisibilité. Alors, que ce soit celle-ci ou Kajou ou Kads, je trouve que la lisibilité de ces applications est vraiment extraordinaire. Alors voilà, j'ai fait un petit vocabulaire italien et on va pouvoir le réviser ensemble si vous le voulez. Je vais mettre du son pour que vous puissiez entendre aussi le son comme moi. Et voilà, on va réviser. Alors, gestire. Quelqu'un a une idée de ce que ça veut dire? On va entendre la prononciation. Gestire. Alors, ça veut dire gérer, tout simplement. Donc là, je connaissais, donc je vais mettre compris. OK. Alors ici. Incidente stradale. Incidente stradale, là, c'est accident routier, accident de la route. OK. Alors, pasticcio. Quelqu'un a une idée? Pasticcio. Alors, ce n'est pas une pâtisserie, c'est quand vous avez, oui, il y a pâtisserie, mais il y a aussi quand vous avez un problème, quand les choses tournent mal. Il y a d'ailleurs un célèbre roman d'Emilio Gadda qui s'intitule Le Pasticcio. Alors, obiettare. Obiettare. Voilà. Donc là, on va dire qu'on ne connaissait pas. Revoir plus tard. Voilà. Et puis, scordarsi, oublier. Scordarsi. Voilà. Afficher la réponse. Compris. OK. Logorare. On ne va pas tout le faire parce que c'est un très long exercice, mais voilà, bon, bravo, tu es sur la bonne voie. 4 réponses correctes sur 5. Réussite, 80. Avancement, 93%, 93 pour les Belges. Et vous voyez mon ancrage, avancement, donc réussite, 80%, 93% d'avancement, mais 56% d'ancrage. Ça veut dire qu'en fait, je ne maîtrise pas encore la matière. Il faudrait que je révise. Il me reste 15 questions à étudier dans ce chapitre. Et si je veux voir mes performances en détail, en cliquant ici, je vais les avoir. Donc, voilà, Scarcatoia, etc. Et donc là, si je regarde, Alunghili, Contagio, et voilà. Donc, voilà. Donc, par exemple, pour Fuorviante, j'ai répondu à 80%. Donc, Fuorviante, c'est trompeur, etc. Donc, ça veut dire que vous pouvez contrôler vous-même votre progression. Mais en fait, les enseignants peuvent contrôler votre progression et contrôler la progression de leurs étudiants. Et en fait, avec cette application, on peut non seulement créer des exercices,
pour les étudiants, mais on peut aussi créer des examens en ligne. Et donc, quand vous avez créé des exercices, il suffit de cliquer sur Examen, de donner des indications sur les contraintes que vous voulez donner. Est-ce que les questions vont être dans la bonne ordre ou bien est-ce qu'elles vont être mélangées? Est-ce qu'ils peuvent répondre une seule fois ou bien est-ce qu'ils peuvent réviser leur réponse à un moment donné, la modifier, etc. Et vous pouvez donner une date et une fourchette d'heures. Donc, par exemple, leur dire, ben voilà, vous avez l'examen se fera disons, le 25 mai et vous avez 1 heure et demie pour le terminer. Et donc, ils le démarrent le 25 mai quand ils veulent, mais ils ont 90 minutes pour le terminer. Donc, voilà pour vos flashs. Alors, je vais vous faire une autre petite démo avec Cajou, cette fois. Voilà, alors ici, vous avez Bonjour Belgique. Pourquoi? Ben parce que je suis en Belgique. Et donc, par défaut, il va me proposer cette carte-là. Si j'étais en France, par défaut, il me proposerait la carte Bonjour France. Donc, c'est aussi géolocalisé. Et puis, si je clique sur Bonjour, ben, j'ai le contenu qui s'affiche. Et là, vous voyez qu'il y a six thématiques. Le niveau, ben, je suis au niveau 0,1. Je ne suis pas un très bon élève. Mes récompenses, ben, je n'ai pas encore de badge. Donc, c'est gamifié. Ça veut dire que quand vous avez terminé une des 80% en tout cas d'une thématique, vous avez un badge. Alors, faire ces démarches, on va aller voir dans faire ces démarches. Ah oui, avant qu'on voit ceci, vous voyez en ukrainien et en français, un problème, une question. Et en fait, si par exemple l'application arrête de fonctionner ou si vous repérez, ben, comme ici, une erreur d'orthographe ou quelque chose de mal traduit, vous pouvez toujours le signaler via WhatsApp. Il y a réellement des gens à l'autre bout qui écoutent et qui prennent vraiment note de ce que vous dites. Parce que, bon, dans une leçon de grammaire, il y avait effectivement une erreur dans l'alphabet cyrillique et on a recorrigé immédiatement. Alors, vous voyez les 6 thématiques avec une couleur différente à chaque fois. Ici, on va voir dans Faire cette démarche. Vous avez État civil, avec chaque fois en dessous la traduction en ukrainien, que je ne m'aventurerai pas à prononcer. Et puis pour chaque thématique, chaque sous-thématique, puisque là on était dans les démarches et dans je vais revenir, donc faire ce démarche état civil, vous avez un dialogue, je vais le mettre près du micro pour que vous entendiez. Dialogue 1. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Olesia. Quel est votre nom de famille? Je m'appelle Olesia Melnik. Quelle est votre date de naissance? Je suis née le 18 août 1990. En 1990, vous avez compris, ben, il s'agit de la version belge. Et donc, on a nos deux comédiens belges. Je vais continuer, mais vous voyez ici, il y a une petite tortue. Vous voyez, vitesse normale et vitesse lente. Et ça, c'est une suggestion des réfugiés ukrainiens parce qu'on a travaillé à chaque étape de développement du projet, on a travaillé avec des réfugiés ukrainiens en Belgique et en France. Et on leur a demandé de tester. Et ce sont eux qui nous ont dit à un moment donné, mais la vitesse normale pour quelqu'un qui débute vraiment, c'est beaucoup trop rapide. Et donc, ben, notre développeur a ajouté une petite tortue. Oui, je viens de Kiev. Là, vous entendez la différence de débit. Où est-ce que vous habitez actuellement? Alors, on dirait qu'il a pris du Xanax avant de venir. Voilà. Et puis, les exercices. Ce qui est en vert, alors je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Je vais revenir sur le... Ah, alors, non, c'est ça, voilà. Donc, ce qui est en vert, c'est ce qui a déjà été réalisé dans les exercices. Donc, je vais simplement cliquer sur compréhension du dialogue et voilà, les exercices arrivent. Alors ici, vous avez un texte dans lequel il y a des trous, il faut remettre les mots à la bonne place. Donc, je m'appelle Olesia et ici, je les glisse avec mon pouce. Donc, quel est votre nom de famille? Alors, ça n'a l'air de rien, ces questions, mais pour quelqu'un qui vient d'une langue slave avec un alphabet cyrillique, c'est vraiment pas évident. Et donc, ici, on ne l'a pas fait au début. Et donc, dans une prochaine version de cette application, il y aura une nouvelle leçon sur l'alphabet cyrillique. Voilà, alors ceci,
En fait, cette application, elle est basée au départ sur une plateforme Moodle allégée qui s'appelle OLIP, donc qui est un Moodle qui a été fait spécifiquement pour les mobiles. Et puis, on a ajouté une couche H5P, pour ceux qui connaissent les exerciceurs H5P. Donc, c'est avec ça qu'on a créé les exercices. Et puis, il y a une couche Android. Et puis, il y a une couche graphique d'abord, puisque ce n'est pas les couleurs de H5P. Hein, ceux qui ont déjà travaillé avec ça, vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes choses, mais encore le même type d'exercice. Et puis, il y a une couche Android. Et pour ceux qui, comme moi, ont un smartphone Xiaomi, il y a encore une couche Xiaomi en plus pour pouvoir faire fonctionner le tout ensemble. Alors, je ne vous raconte pas, il y a certains jours où, du matin au soir, on ne faisait que relayer des bugs parce que les différentes couches communiquaient mal entre elles, quoi. Donc, on a quand même terminé. Alors, on a fait une conférence de presse à Paris le 19 octobre. Et le 18 octobre, on a arrêté de travailler, il était 23h57. Donc, on a arrêté vraiment à temps. Et donc, le lendemain, j'ai pu sauter dans le train pour aller à Paris. Alors, voilà une leçon de grammaire au format vertical, comme je vous le disais tout à l'heure. Adjectif interrogatif quel. Питальний прикметник який. Quel est votre numéro de téléphone? Quelle est votre nationalité? Quels sont vos projets? Quelles sont vos idées? Як ви можете переконатись, із питальним прикметником «кель» можна поставити безліч запитань. En fait, vous avez aussi un lexique. Donc, dans le lexique, vous avez la même chose. Je m'appelle, et puis en dessous, la version ukrainienne. Ici, je clique sur... Je m'appelle. Vous avez pour chaque mot du lexique. Je suis ukrainienne. Pour chaque phrase du lexique, et il y en a un peu plus de 1000, vous avez soit une actrice, soit un acteur qui prononce la phrase. Et puis, vous avez en dessous une bibliothèque pratique. Et dans cette bibliothèque pratique, il y a aussi des documents à télécharger. Ici, par exemple, il y a un PDF qui vient de la région wallonne et qui est aussi entièrement traduit en ukrainien. Donc, et pour travailler là-dessus, on avait une équipe. Bon, moi, j'ai coordonné les deux équipes belges et françaises, les équipes pédagogiques. Et puis, il y avait l'équipe de développeurs. Et le développeur, Cajou, a une branche au Sénégal, une filiale au Sénégal. Et c'est la filiale sénégalaise qui s'est occupée du développement pour la partie application et H5P avec moi. Et c'est une personne, un développeur vietnamien qui s'est occupé du développement Android. Et les leçons de grammaire que vous venez de voir, elles ont été développées, elles ont été créées par deux Ukrainiens, Slava et Irina, qui étaient en Ukraine. Et donc, il y a des moments où, avec la guerre, on n'était pas très rassurés. On se demandait s'ils seraient toujours là la semaine suivante lors de la réunion de travail, quoi. Mais en tout cas, c'est une expérience assez extraordinaire parce que d'abord, c'est un beau projet. C'est un projet qui comportait la dimension humanitaire du projet a aussi porté l'équipe, je pense, sans problème. Et la dimension internationale aussi a été aussi un bon booster, un bon accélérateur. Alors, ici, vous voyez, je suis en train de travailler sur ma formation initiation au mind mapping. Je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle est en construction. C'est jamais très, très intéressant de montrer un chantier. Et par contre, je vais vous montrer autre chose. Donc, vous voyez que je suis dans mon espace formation 3.0. Vous pouvez aussi avoir différents espaces. Si vous travaillez pour différentes institutions, vous pouvez créer différents espaces. Alors ici, ce que je vais vous proposer, c'est de jeter un coup d'œil sur Démarrer avec Cards, qui est une formation en microlearning sur le microlearning. Et là, vous voyez ma progression. Donc, j'ai 2 formations disponibles. J'en ai terminé une. J'ai gagné 5 points, c'est-à-dire 60%. J'ai consulté 60% des formations disponibles. Et j'ai gagné 31% des points disponibles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un très, très bon élève. Alors, revenons aux formations. Et là, je vais effectivement démarrer la formation Démarrer avec CADS. Et donc, voilà, c'est un petit guide pour bien démarrer la création de micro-formations avec la solution CADS Microlearning. Ma progression là-dedans, c'est de 20% et mon score de 2. Alors, vous voyez qu'il y a différents chapitres. Et en général, chaque chapitre, on conseille vraiment de ne pas avoir plus de 6 cartes par chapitre pour garder justement cet aspect concentré, cet aspect très focalisé sur un module, une idée. Voilà. Donc, en tant que manager, vous pouvez accéder à l'interface de gestion de cartes. Sur votre ordinateur, rendez-vous dans le menu formation. Vous pouvez ajouter une formation et puis là, vous avez une vidéo que vous pouvez évidemment regarder
en format paysage si vous le souhaitez. Là, vous avez le tableau de bord. Donc là, c'est un compte d'essai, c'est un compte gratuit. Et ce compte gratuit vous permet de travailler avec 20 participants. Donc c'est une bonne façon, je trouve, de mettre le pied à l'étrier et de voir comment les choses fonctionnent. Alors ensuite, vous donnez un titre, une description, une catégorie. Vous pouvez illustrer par une image, ajouter une couleur, etc. Et puis des accès, notations. Donc vous voyez, tout ça est extrêmement lisible. Alors, il y avait une question sur comment tester les apprenants, mais il y a différentes façons de tester les apprenants. D'abord, il y a ici, à quoi bon créer des groupes d'apprenants pour donner accès à certaines formations. Voyons si c'est bon. Oui, c'était bon. Et puis, on peut passer au chapitre suivant. Alors, dans ce cas-ci, on est dans une formation où, à la limite, ce n'est pas tout à fait du non-linéaire, mais on peut passer soi-même d'un chapitre à l'autre. On peut aussi organiser sa formation autrement, et comme je l'ai dit tout à l'heure, travailler au fil de l'eau. Pardon. Et donc, proposer une leçon par jour, ou bien 3 leçons par semaine, ou 2 leçons par semaine. Donc, c'est à vous de voir avec la personne responsable des étudiants, des apprenants, à quel rythme ils veulent travailler. Alors, vous voyez qu'en ayant simplement travaillé sur cette petite micro-formation, j'ai gagné 7% de points en plus. J'ai toujours 60% de mes formations, mais j'ai gagné 7% en répondant au quiz qui est apparu tout à l'heure. Donc voilà, donc ce sont des démos courtes, je m'en excuse par ailleurs. Mais comme je le disais tout à l'heure, on va proposer des formations spécifiques micro-learning. Et là, évidemment, on va travailler autrement. On va travailler avec, comment dire, soit une journée en présentiel et le reste en micro-learning, soit tout à distance, mais en partant de mon système à moi. Et puis, vous pouvez construire votre formation à partir d'un système comme CARDS. Et à ce moment-là, on peut non seulement vous montrer comment faire, mais vous accompagner au fur et à mesure que votre formation se développe. Alors, comment évaluer les étudiants? Il y a différentes façons d'évaluer les étudiants. Donc, il y a celle qu'on vient de voir à la fois dans WooFlash, pardon. Je mélange WooClap et WooFlash. Dans WooFlash, dans CARDS et dans Kahoot, il y a effectivement des quiz, etc. On peut aussi demander un feedback. On peut aussi demander à remettre un travail. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne voulais pas montrer, mais dans CARDS, il y a moyen d'avoir un bouton envoyer. Et donc, dans ce cas-là, vous associez un email au bouton envoyer et la personne peut envoyer son travail à l'adresse que vous avez enregistrée dans le bouton. Et à ce moment-là, le formateur reçoit le travail et peut donner un feedback dans les heures ou dans les jours qui suivent. Donc, ce n'est pas parce que c'est du micro-learning qu'on ne peut pas avoir du tutorat ou un accompagnement. Pour moi, je trouve qu'une formation à distance sans tutorat, c'est pratiquement la garantie d'avoir des ennuis, parce que vous allez avoir à un moment donné des personnes qui sont perdues pour des problèmes techniques ou bien qui n'ont pas eu l'occasion de voir la matière dans les temps attendus et qui demandent une prolongation, etc. Donc, s'il n'y a personne à l'autre bout, à un moment donné, les gens se désespèrent et ils s'en vont et ils ont bien raison. Alors, je vois Kahoot est uniquement pour les droits communs. Je ne comprends pas bien la question. Est-ce que vous voulez dire que c'est uniquement pour les licences Creative Commons? C'est ça que vous voulez dire? Parce qu'en fait, dans Kahoot, il y a différents contenus. Il y a des contenus gratuits. Il y a des contenus libres, donc qui sont gratuits et que vous pouvez réutiliser. Et puis, il y a des contenus qui sont payants. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Kahoot est vraiment ouvert à des propositions. Là, pour l'instant, ils sont très occupés en Afrique à repérer des gens qui ont des savoir-faire et qui, notamment dans la formation, pour créer de nouvelles formations, mais ils sont aussi ouverts à des suggestions. Et donc, si vous allez dans l'offre, dans l'application Kahoot, vous allez voir qu'ils font régulièrement des appels en disant, mais tiens, est-ce que vous avez une idée de formation qui pourrait vous intéresser ou intéresser d'autres personnes? Faites-le nous savoir.
Et ici, j'ai mon ami Pierre Mongin, par exemple, avec qui je travaille beaucoup en mind mapping. Il les a contactés pour une formation et ils étaient tout à fait intéressés. Donc, n'hésitez jamais à les contacter. Ah oui, les contenus sur la connaissance de ses droits. Pas uniquement, il y a effectivement pas mal de choses là-dessus, mais il y a aussi, par exemple, en fait, ils ont trois thématiques. Il y a la thématique santé, et là, ils ont pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui viennent de sortir, notamment sur la santé des bébés, sur comment dire, de prendre soin de sa santé. Pas facile à dire ça. Quand on est enceinte, il y a pas mal de choses qui viennent de sortir. Il y a la dimension employabilité, entrepreneuriat qui commence à se développer aussi. Et notamment, il y a toute une série de micro-leçons sur comment créer mon entreprise, comment tenir mes listes de comptes, etc. Et puis, il y a tout un autre volet sur l'éducation. Donc là, il y a des cours de langue gratuits, il y a des cours à peu près tout. Et je sais qu'ils ont fait aussi l'an dernier avec Bibliothèques sans frontières tout un programme pour les troupes de l'ONU, donc les troupes qui sont censées maintenir la paix dans des endroits un peu chauds, où on les a sensibilisés vraiment à la question, non seulement aux questions de genre, mais à la question du harcèlement et surtout du harcèlement sexuel. Parce qu'apparemment, certains soldats qui étaient enrôlés sous la bannière ONU avaient des conceptions très, très personnelles du féminisme et des relations avec les dames. Donc, on a créé toute une série de cours sur cette thématique-là aussi. Donc, c'est extrêmement varié. Et Cajou est aussi très, très ouvert à des propositions, à des partenariats, etc. Donc, on va vraisemblablement travailler sur un nouveau partenariat en 2024. Je vous en dirai plus quand on aura plus de précisions. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, je suis tout à fait ouvert pour répondre à toutes vos questions. De toute façon, demain, si vous n'y pensez pas maintenant, mais que ça vous vient par la suite, n'hésitez pas. Mon email sera dans l'email que je vais vous envoyer avec les liens. Donc, n'hésitez pas à me renvoyer un. Alors, pour présenter le microlearning à mes équipes de formateurs, quel est le meilleur outil? Si vous voulez, on organise une conférence ensemble, hein. Madame Gaëlle Schmitt, vous êtes où? Vous êtes en Belgique, en France? En Normandie? Ah, c'est une super région, ça. Ah, ben, j'en profiterai pour aller boire un petit café. Mais sans rire, on peut aussi faire une conférence comme on a fait aujourd'hui, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, quand vous aurez l'email avec les liens et l'enregistrement, renvoyez-moi un petit message en disant, mais voilà, je suis intéressé par une présentation de ce type et on se met d'accord. Même chose, s'il y a d'autres institutions qui sont intéressées par une conférence ou un webinaire, évidemment, Normandie, je ne vais pas y aller tout de suite. J'ai un excellent ami qui habite là, et donc j'y vais toujours avec beaucoup de plaisir. Mais là, pour l'instant, je suis tellement en dessous de l'eau que ce ne serait pas pour tout de suite, à mon avis. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un message et je ferai volontiers une présentation. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'en terminer là pour aujourd'hui. Et puis, n'oubliez pas que la semaine prochaine, on a aussi un masterclass avec Pierre Mongin, qui est un éminent spécialiste du mind mapping. Donc, je vous donnerai là aussi les liens pour que vous puissiez y participer si ça vous intéresse. Ah oui, je vois qu'il y a aussi des personnes d'Algérie. On a vraiment un public international aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Et là aussi, on a peut-être un projet pour l'Algérie pour le rond prochain. Donc, pour le moment, on est en plein dans des constructions de partenariats un peu partout, et notamment en Algérie, où on a vraiment des gens géniaux qui sont. Alors, des exemples d'outils que vous utilisez avec les enfants TSA ou 10, oui. Je vous promets, je mettrai les liens vers le MOOC 10. Et dans le cadre de ce MOOC, on a fait toute une série de ressources que vous pouvez télécharger gratuitement et qui sont aussi publiées sous Guadeloupe. Oui, c'est pas mal non plus comme endroit. Il y a pire, hein. Et toutes ces ressources sont aussi publiées sous Creative Commons, donc vous pouvez les récupérer. Il n'y a aucun problème.
Et dans les semaines, et enfin, même les jours qui viennent, on va, sur notre propre site, on va rajouter aussi des outils et des ressources pour les enfants 10 ou TSE. Mais avec plaisir. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce webinaire avec vous ce soir. Donc, n'hésitez pas à revenir. On a un programme de webinaire jusqu'en juin. Donc, vous êtes les bienvenus. Voilà. Merci à tous. Et puis, bonne soirée. Et puis, à très bientôt.